c'est aujourd'hui avec votre casquette de président-directeur général de Veolia que vous allez intervenir sur un thème donc qui est le thème des stratégies des entreprises, et là en l'occurrence d'une entreprise dans la mondialisation, alors qui est un sujet qui évidemment relève du thème de ces entretiens, puisque le thème de ces entretiens, ce sont les nouveaux défis pour les entreprises. Alors, il ne s'agit pas avec la mondialisation d'un nouveau défi, en particulier pour une entreprise comme la vôtre, fondée par décret impérial en 1853, et qui a donc une longue histoire d'ouverture à la mondialisation, de repli lié à des événements politiques, économiques, sociaux tout au long du XXe siècle, de réouverture. Donc, ce n'est pas un nouveau défi, en tout cas, c'est un défi assez ancien, mais qui se renouvelle sans cesse. Donc, on est tout à fait dans le sujet. Et puis, Béatrice vient de l'évoquer. C'est également un sujet qui fait écho à de nombreux éléments des programmes de sciences économiques et sociales du lycée, donc qui peut constituer des ressources d'appoint pour les professeurs, puisque dans les programmes, on aborde un certain nombre de sujets qu'on va probablement évoquer aujourd'hui, les fondements de l'internationalisation de la production et des chaînes de valeur, les fondements microéconomiques de la compétitivité d'une nation, les questions relatives aux stratégies industrielles et à leur articulation avec les politiques de la concurrence, les déterminants de l'innovation. Donc voilà, on est au cœur d'un grand nombre de préoccupations de nos élèves et de nos enseignants. Si vous le souhaitez, si vous l'acceptez, je vous propose qu'on fonctionne en deux temps. Dans un premier temps, je vous propose qu'on revienne pour l'essentiel sur la présentation de ce qu'est Veolia, de ce que sont ses métiers, et puis de ce qu'est l'histoire de son développement à l'international et sa stratégie actuelle d'internationalisation. Et puis, je vous propose qu'on garde un second temps pour replacer l'actualité, en tout cas celle dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, en l'occurrence l'actualité du rapprochement Veolia-Suez, et qu'on évoque comment ce rapprochement, cette stratégie de rapprochement s'intègre elle aussi dans la perspective de la stratégie industrielle et d'internationalisation de Veolia. Donc, pour commencer, donc premier temps, est-ce que vous pouvez, Antoine Frérot, nous rappeler rapidement ce qu'est le groupe Veolia, quels sont ses métiers et quelle est la part de l'international dans son activité? Alors, vous l'avez dit, Veolia a été créé sous le nom de Compagnie Générale des Eaux il y a maintenant 170 ans bientôt, à une époque où Pasteur disait « nous buvons 90% de nos maladies ». Et c'est pour ça que Veolia a été créé sur le modèle d'entreprise britannique qui venait d'être créée pour apporter et distribuer de l'eau potable aux populations, de l'eau saine. Au fur et à mesure de son histoire, les métiers du groupe se sont élargis. De l'eau potable, on est passé à l'eau usée, à l'eau sale, à l'assainissement, puis de fil en aiguille à la gestion des déchets. À partir des déchets, la production et la distribution d'énergie à travers les réseaux de chauffage. Bref, la manière de présenter Veolia, c'est tout d'abord de dire trois métiers. La gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion de l'énergie locale. Mais au fur et à mesure des années, c'est également, non pas au centre de chacun de ces trois métiers, mais au milieu, à l'interface des trois, de deux ou de trois, que se sont créés progressivement des innovations, de nouveaux types de services. Et c'est pourquoi, plutôt que de le présenter par trois métiers, eau, déchets, énergie, on peut également dire que Veolia, c'est à un seul métier. Les services à l'environnement, ou la gestion des ressources au profit des hommes et des industries, donner accès aux ressources, donner accès à l'eau potable, par exemple, protéger les ressources, traiter toutes les pollutions dont elles sont victimes de par les activités humaines, pollution domestique, urbaine ou industrielle, ou bien également imaginer de nouvelles ressources face à la rareté progressive de ces ressources, et notamment à travers toutes les activités de recyclage, comment donner une nouvelle vie à une matière première déjà utilisée plutôt que de la détruire lorsque son premier usage est terminé. Et nous sommes donc là au cœur de tout ce qu'on appelle la transformation écologique, puisque donner accès aux ressources, les protéger et les régénérer ou imaginer des nouvelles ressources, leur donner une deuxième vie, c'est bien dans le développement durable des collectivités humaines ou de leurs activités économiques et industrielles, voire également agricoles d'ailleurs, que nos métiers se trouvent.
Deuxième manière de présenter l'entreprise, c'est une entreprise de service. Nous utilisons beaucoup d'équipements très complexes, techniques, et beaucoup d'équipements industriels. Mais la manière dont nous travaillons, c'est un apport de services. Et ces services sont toujours locaux. On ne peut pas transporter de l'eau sur une longue distance, c'est beaucoup trop cher. On ne peut pas emmener les déchets très très loin non plus. Bref, nos services, qu'il s'agisse de villes ou d'industriels, sont des services qui doivent être délivrés localement à partir d'équipements qui peuvent être mutualisés, mais pas sur une très très large espace. Et puis, troisième voie pour présenter Veolia, Veolia a deux grands types de clients. Des collectivités publiques, des villes, pour faire simple, ou un peu plus grandes, et des industriels. Il y a 10 ans, la clientèle de Veolia, son activité, c'était 80% avec les collectivités publiques, avec les villes, et seulement 20% avec les industriels ou le secteur tertiaire. Aujourd'hui, c'est 50-50, c'est-à-dire que notre métier a beaucoup évolué pour servir davantage les industriels dans ces domaines que j'ai évoqués de transformation écologique, qu'il s'agisse de traiter leurs déchets, de gérer leurs énergies sur leur site industriel ou bien le cycle de l'eau, et de plus en plus, avec leurs déchets, de faire leur énergie, de recycler l'eau sur place, d'en extraire les déchets dans l'eau usée pour en faire là aussi ou de l'énergie ou éventuellement des matières premières pour elles-mêmes. Et donc la clientèle de Veolia a beaucoup évolué depuis quelques années. Enfin, dernier point sur son empreinte géographique. Veolia est un groupe mondial, mais qui s'est internationalisé tardivement. En 1999, donc il y a une vingtaine d'années en gros, 92% de l'activité de Veolia était en France, alors que la plupart des multinationales s'étaient déjà largement internationalisées. Ceci est dû au fait que ces métiers de l'eau, des déchets ou de l'énergie, qui étaient auparavant plus l'exclusivité des villes et des collectivités publiques, les industriels faisaient elles-mêmes ces choses-là. Elles ne souhaitaient pas les sous-traiter. Eh bien, les villes, dans d'autres pays du monde, le faisaient aussi elles-mêmes, sous la forme de la régie municipale. Et à partir des années 90, des insuffisances, d'abord pour les collectivités publiques, puis des difficultés techniques pour les industriels, les ont conduits à sous-traiter à des spécialistes comme Veolia la gestion de l'ensemble de ces services. Et donc, de 92% en France il y a 20 ans, aujourd'hui, nous sommes à gros 20% en France. Et demain, avec le rapprochement avec Suez, puisque nous reprenons surtout des activités hors France de Suez, la part de la France sera à 15%. C'est-à-dire que donc, l'internationalisation de Veolia est très récente par rapport aux autres grandes entreprises du monde. Nous sommes présents dans le monde entier, 20% en France, pour faire bref, 40% en Europe hors de France, dans le reste de l'Europe, dans lequel j'inclus encore l'Angleterre. Et puis, les 40% restants se répartissent en 10% en Amérique du Nord, 15% en Asie, et le solde entre l'Afrique et l'Amérique latine. Très bien. Et alors, en quoi, on comprend bien, il y a une opportunité en quelque sorte qui s'est créée avec la disparition ou la réduction de la place des régies et de la volonté voilà, de maîtriser l'ensemble de ces métiers en interne. En quoi c'était un impératif pour une entreprise et un groupe comme Veolia que de répondre et que de effectivement sortir de ses frontières et devenir une entreprise transnationale ou multinationale? Alors, tout d'abord, c'est une opportunité. Avant, il n'y avait de clients qu'en France, puisque les autres le faisaient eux-mêmes. Et quand les autres ont voulu moderniser et aller plus loin dans le niveau de performance, dans l'innovation, il n'y avait pas d'entreprise chez eux pour le faire. Donc, nous avons eu une opportunité d'aller proposer nos savoir-faire ailleurs. Et c'était donc tout d'abord une opportunité. Mais progressivement, la taille de l'entreprise et donc le fait d'élargir sa base de clientèle a présenté un avantage compétitif important. Dans nos métiers qui sont locaux, il y a peu d'économies d'échelle. En revanche, il y a ce que j'appelle des effets d'échelle. Lorsqu'un nouveau prospect se présente à nous, à notre profession, en disant « j'ai un problème, pouvez-vous me le résoudre ?» Le fait d'avoir bien davantage de sites et d'expériences et d'exemples dans le monde nous permet beaucoup plus facilement de trouver un cas similaire ou le plus proche
du nouveau cas que le prospect nous propose. Et lorsqu'on travaille dans 10 000 villes du monde, on a plus de chances de pouvoir proposer un cas qui a été résolu par notre entreprise à ce nouveau prospect que lorsqu'on travaille que dans une ou quelques villes. Et donc, l'effet d'échelle, c'est c'est le track record, si je puis dire. Il y a quelques effets d'échelle. Hein, les pompes, on peut les acheter en groupe, mais il y a peu d'effets d'échelle sur les coûts. Il y a des effets d'échelle sur l'expérience et les savoir-faire et la chance de pouvoir montrer à notre prospect un client existant déjà chez qui nous avons résolu un problème qui ressemble beaucoup au sien. Et c'est ça qui peut enclencher une dynamique commerciale beaucoup plus rapide que si nous étions rapides petits. Et c'est ça l'enjeu de l'effet de taille dans un groupe de services comme le nôtre, un groupe de services locaux comme le nôtre. D'accord. Et on comprend qu'en fait, la spécificité de vos métiers, en particulier le fait que vous êtes sur des réalités qui sont finalement très locales, hein, vous l'expliquiez à l'instant, va se décliner dans une spécificité de votre stratégie d'internationalisation. C'est-à-dire que pour le coup, voilà, on ne passe pas forcément par une standardisation des pratiques. Il faut systématiquement que vous adaptiez votre stratégie aux réalités locales, aux écosystèmes, j'imagine, à la fois politiques, institutionnels, économiques des pays dans lesquels vous intervenez. Absolument. Chaque cas est vraiment différent. D'abord, il y a un contexte institutionnel qui est différent dans chaque pays du monde, bien évidemment. Il y a également un rapport culturel, par exemple, à l'eau, qui est très différent d'une zone du monde à l'autre. Et même plus techniquement, l'eau de mer, elle est très, très différente d'une partie à l'autre des océans. Et pour dessaler l'eau de mer sur la partie est du Qatar, c'est pas du tout la même chose que la partie ouest. Vous savez que le Qatar est une péninsule. Eh bien, l'eau de mer est très différente. Donc, les contextes sont toujours très différents. Donc, notre organisation est nécessairement une organisation décentralisée et locale. Mais pour pouvoir faire jouer cet effet d'échelle que j'évoquais jusqu'à présent, il est indispensable de mettre en place une organisation qui permet de faire circuler entre l'ensemble des membres du groupe les savoir-faire, les idées, la manière dont on fait résoudre les problèmes. Et donc, si l'organisation opérationnelle est très décentralisée, il est nécessaire d'avoir une organisation de pilotage centrale permettant de faire rebondir les connaissances, les solutions, les résultats obtenus quelque part pour que tous les autres en aient la disposition et puissent l'utiliser. Et c'est cette organisation-là qui fait la spécificité de Veolia. Donc, un pilotage par un siège central, bien sûr, les systèmes d'information d'aujourd'hui nous permettent de faire beaucoup plus de choses dans cette matière qu'on pouvait le faire auparavant, bien évidemment, et ceci s'accélère sans arrêt. Donc, une organisation décentralisée dans un cadre de pilotage central où l'échange d'informations, le partage de savoir-faire, les meilleures pratiques sont sans doute le facteur différenciant clé par rapport à nos concurrents. D'accord. Et au final, qu'est-ce qui vous apparaît comme étant à la fois, ou d'un côté, un frein à l'internationalisation ou à l'implantation dans un pays extérieur, ou au contraire les facteurs de succès? C'est quoi les déterminants d'une implantation avec succès? Il y a une réponse structurelle et une réponse conjoncturelle à votre question. La réponse structurelle, c'est le fait, pour une entreprise étrangère dans un lieu nouveau que nous voulons investir, la résistance des pratiques locales et des cultures locales sur des objets qui n'ont pas des objets techniques, mais ce sont des objets socio-techniques. L'eau, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, notre relation à l'eau, beaucoup plus passionnelle que rationnelle. Et dans toutes les cultures, dans toutes les religions d'ailleurs, l'eau propre est synonyme de pureté, et de vie, l'eau sale de mort, et on doit l'éloigner. Bref, dès qu'on touche par exemple à l'eau, mais je pourrais faire la même chose avec les déchets, on touche à des aspects culturels. Et donc la résistance principale de nos clients au départ, c'est de dire qu'est-ce que cet étranger va pouvoir venir nous apporter, et surtout ne va-t-il pas venir bousculer des pratiques qui mixent complètement culture, technique, organisation institutionnelle, rapports humains entre eux. Et donc, c'est ça qui fait que les régies ont longtemps perduré. Aujourd'hui, dans le monde, par exemple, sur nos métiers, l'eau, énergie et déchets, sur ces services-là, 20% seulement
de ces services sont sous-traités à des entreprises comme les nôtres. 80% sont toujours exploités par des régies locales. Ce qui montre d'ailleurs qu'il y a beaucoup de progrès à faire, puisque ce vin n'était que 10 il y a 15 ans et n'était que 5 il y a 25 ans. Et pour les industriels, c'est encore plus important. Les industriels, leur problème d'eau, de déchets d'énergie, à 97%, ils le gèrent eux-mêmes. Ils n'aiment pas des intrus sur leurs usines. Et donc là encore, il y a bien plus de marge de progression, surtout que les contraintes qui s'appliquent à eux, les réglementations, notamment en matière environnementale, ne leur permettent plus de bien maîtriser ou suffisamment maîtriser les aspects techniques, et donc ils sont obligés de s'ouvrir. Et là, le frein structurel, c'était on n'aime pas avoir d'étrangers chez nous. Donc, venir se mêler de nos process industriels au milieu de nous. Ça, c'était l'aspect structurel qu'il faut progressivement, je dirais, rompre pour se faire accepter. Et puis, il y a des aspects plus conjoncturels, la montée des nationalismes, la montée des protectionnismes, qui fait que même quand on est installé, comme par exemple, nous sommes largement en République tchèque, dans l'eau et dans l'énergie, on a vu monter progressivement des débats sur ce qui est bien naturel qu'une entreprise française gère l'eau de Prague ou bien l'énergie de Bucarest. Et là, pour résoudre cette récente difficulté qu'il a dit il y a quelques années, eh bien, nous avons la nécessité d'être tchèque à Prague, roumain à Bucarest ou bien américain à Seattle, par exemple. Et pour y parvenir, il y a différentes voies. L'une des voies qui sera sans doute par nous de plus en plus utilisée, c'est d'avoir des partenaires locaux. Et donc de partager avec des partenaires locaux qui nous amènent aussi un certain nombre de compétences ou d'avantages. Et donc nous sommes de plus en plus en partenariat avec des partenaires locaux pour pouvoir nous fondre davantage dans les différentes cultures, contextes, géographies dans lesquels nous travaillons. Alors venons-en, si vous le voulez bien, là, au deuxième temps de cet entretien, donc sur l'actualité plus récente donc du rapprochement, de la fusion entre une partie de Suez, disons, et le groupe Veolia. Alors les deux groupes étaient déjà des champions mondiaux dans les métiers que vous avez rappelés. En quoi était-il impératif de les rapprocher, sachant qu'il y avait déjà eu, si je ne m'abuse, cette idée avait déjà été mise en avant en 2012. C'était resté sans suite. Donc, qu'est-ce qui fait que voilà, ce qui apparaissait comme des obstacles en 2012 ne le sont plus, ou les opportunités qui n'étaient pas là en 2012 sont présentes aujourd'hui? Voilà, quelle est la stratégie derrière ce rapprochement entre deux grands champions français du traitement des ressources? D'ailleurs, il n'y avait pas qu'une seule tentative. Il y en avait eu aussi un peu plus tôt, d'autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le contexte du mois d'août dernier? Il y a deux grandes choses différentes. La première, une opportunité là aussi conjoncturelle. Le principal actionnaire de Suez a mis sa participation en vente. Et donc quelqu'un allait l'acheter. De toute façon, des choses allaient changer pour Suez. C'était une grosse participation, plus de 30%. Et donc, quelqu'un allait l'acheter. Ou c'était Veolia ou c'était quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas beaucoup d'autres Français d'ailleurs qui étaient prêts à l'acheter. Donc ça aurait été, si c'était quelqu'un d'autre, un étranger. Ça, c'est la première chose qui diffère de 2012 et des épisodes précédents. Et puis il y a une deuxième opportunité, c'est que l'urgence écologique s'est beaucoup amplifiée. Elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Et l'attente des populations du monde pour des solutions qui permettraient de réussir la transformation écologique des différentes sociétés ou des différentes entreprises, elle est extrêmement forte. Et enfin, d'ailleurs, du fait des plans de relance, beaucoup de ces plans de relance sont consacrés ou consacrent une large part à chercher à dynamiser, accélérer cette transformation écologique. Donc, la demande est beaucoup plus forte encore qu'elle n'était il y a quelques années. Et nos groupes, Suez comme Veolia, sont idéalement placés ou sans doute les mieux placés pour apporter des solutions à cette demande.
Donc, dans cette opportunité, il y avait un aspect défensif pour Veolia et un aspect offensif. Je commence rapidement pour le défensif. Si quelqu'un devait acheter Suez, c'eût été un concurrent sérieux pour Veolia. Et très certainement un défi dans les années à venir. Et comme la demande était forte, si ce concurrent-là s'était renforcé de notre principal confrère aujourd'hui, il serait peut-être devenu un rival dangereux. D'où l'idée de dire que plutôt que ça aille ailleurs, que ça reste chez nous, avec nous. Surtout que nos deux entreprises se sont développées très parallèlement depuis plus de 100 ans ensemble, qu'elles se connaissent beaucoup, que les cultures métiers sont très proches, que la culture française de ces deux entreprises a formaté beaucoup de choses dans notre industrie à travers le monde, et que donc le rapprochement culturel était simple. Ne pas laisser aux concurrents, aux grands concurrents qui commencent à monter en puissance, les Chinois, les Américains, d'autres concurrents, cette possibilité d'acheter Suez plutôt que ce soit nous qui le fassions. Et ceci, bien sûr, renforce considérablement notre place de leader aujourd'hui, sachant que dans 10 ans ou dans 20 ans, il y aura des concurrents sans doute de taille équivalente à nous. Et j'y reviendrai. Et puis, il y a l'autre opportunité. Jamais la demande n'était aussi forte, mais jamais aussi les gens se sont sentis aussi démunis pour répondre à cette demande. Comment réussir la transformation écologique? Les solutions que nous avons proposées, il y a des solutions classiques que tout le monde connaît, la distribution d'eau potable, la collecte des poubelles, le traitement des déchets, le chauffage urbain. Mais ceci est une petite partie des solutions nécessaires pour gagner la transformation écologique. Ensuite, il y a des solutions que nous avons maintenant maîtrisées, mais qui sont récentes et qui sont très insuffisamment dupliquées. Le recyclage des plastiques, par exemple, la réutilisation des eaux usées, ou bien l'efficacité énergétique des bâtiments. Le renfort des équipes de Suez et des capacités humaines, mais financières aussi qu'elles nous apportent, nous permettront d'accélérer l'implantation de ces nouvelles solutions, de financer et de construire de nouvelles usines de recyclage des plastiques ou de nouveaux projets de réutilisation des eaux usées. Et puis enfin, il y a les autres des solutions, celles qui n'existent pas encore. Dans 20 ans, si nous avons gagné la transformation écologique, la moitié des solutions que nous utiliserons, je pense, aujourd'hui n'existent pas. Nous en connaissons la moitié. Il va falloir inventer l'autre moitié dans les 20 ans qui viennent pour réussir la transformation écologique. Recycler les batteries des véhicules électriques, capturer le carbone parce que nous n'arriverons pas à diminuer suffisamment les émissions pour atteindre le 1,5 degré, je pense. Il va falloir aussi aller le chercher en haut des cheminées et en faire quelque chose. Et beaucoup d'autres solutions doivent être mises en place, notamment entre environnement, santé publique, la qualité de l'air. Comment garantir la qualité de l'air? D'abord dans les bâtiments, puis ensuite dehors dans les villes. Comment nourrir 10 milliards d'habitants avec moins d'eau, moins d'énergie et moins de sol si on veut éviter la déforestation dans 20 ans? Comment utiliser, par exemple, les déchets organiques pour non seulement fertiliser les sols, sans utiliser des engrais chimiques, mais également pour nourrir le bétail. 34% des céréales produites par l'agriculture du monde servent à l'alimentation du bétail. Alors, on le mange, le bétail, mais avec une efficacité calorique faible. Hein. Quand le bœuf mange 100 calories de céréales, nous, on mange 3 calories de bœuf, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres manières de nourrir le bétail, les poissons dans les fermes aquacoles, parce qu'il n'y en a bientôt plus assez dans la mer? Voilà toutes ces solutions que nous devons inventer. En étant 40% plus gros, en mettant en commun l'ensemble de nos moyens humains, de nos moyens d'innovation, de créativité, en mettant aussi en commun nos moyens financiers, des cash flows produits par l'entreprise, ben nous irons plus vite et plus loin et nous continuerons bien davantage à garder le lead par rapport à nos grands concurrents qui sont en train de naître et de se déployer à travers le monde. Et c'est ça que j'appelle l'aspect offensif de l'opportunité qui nous était proposée. Alors, je vais revenir sur un certain nombre des arguments que vous mettez en avant. Alors, le premier qui pourrait surprendre, c'est que finalement, vous faites l'avocat de la constitution d'un champion mondial français. Vous insistez sur l'importance de la culture nationale également dans le fonctionnement des groupes. Voilà, alors on parle de mondialisation et en même temps, vous brandissez, alors ce qu'on entend souvent chez les politiques, mais peut-être pas souvent chez les dirigeants, une forme de patriotisme économique. Alors, est-ce que c'est un argument
qui a vraiment du poids? Est-ce que c'est quelque chose qui pèse effectivement dans les décisions et est-ce que finalement les firmes multinationales, elles restent avant tout des firmes nationales qui se sont internationalisées? Eh bien oui, en tous les cas, pour moi, ça m'importe. Ça ne m'est pas indifférent de savoir quelle est la nationalité d'origine d'une grande entreprise. D'abord parce que c'est cette nationalité qui impulse la culture dans l'entreprise. Ensuite, parce que toute une série d'activités sont liées à l'implantation initiale. La plupart de nos centres de recherche sont quand même en France, même si nous sommes maintenant présents partout dans le monde et seulement 20% de notre activité est faite en France. La plupart de nos activités de création et de recherche, d'innovation sont en France. Et puis l'ensemble des outils de pilotage que j'évoquais tout à l'heure, pas seulement le pilotage régalien, hein, comme la finance, ou le juridique, mais également l'ensemble des échanges d'informations, le knowledge management system, sont construits en France. Et donc, ceci a donc de l'impact aussi, un, sur les activités en France, et deux, sur le rayonnement d'une forme d'être au monde français, si je puis dire. Il se trouve que je suis français et que je dirige une entreprise qui a été créée il y a 7 générations. Et que si elle nous est parvenue jusqu'ici, c'est parce que ces générations ont accepté de la transmettre sans manger tout le fruit de leur travail aux générations qui suivent. Aujourd'hui, ces grandes entreprises forgent sans doute le principal atout économique de notre pays. On n'a peut-être pas assez de petites ou de moyennes entreprises comparées à d'autres pays. Bon. Si ces grandes entreprises-là venaient à être françaises, de quoi vivront nos enfants demain? Et c'est vrai que je ressens le devoir de transmettre à la génération qui me suivra ce que m'a transmis la génération qui m'a précédé, comme les gens de ma propre génération. Et donc, effectivement, le fait que Veolia soit une entreprise d'origine française basée en France m'importe. Et je considérerais que je n'ai pas rempli mon rôle, je n'aurais pas rempli mon rôle si ceci devait changer. Alors, je vais revenir peut-être pour terminer sur un autre argument. Vous avez beaucoup mis en avant l'importance de constituer un champion de taille voilà, 40% plus importante pour notamment faire face aux impératifs de la transition écologique et notamment aux exigences d'innovation qui vont nécessairement se faire jour. Hein, vous l'avez dit, toutes les solutions face à cette question-là ne sont pas encore présentes et donc voilà, il faut parier sur le progrès, l'innovation. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que finalement, le terreau le plus favorable à l'innovation, c'est précisément de constituer un grand groupe avec le rapprochement de Suez et de Veolia? On pourrait vous dire que ce que vous redoutez, c'est-à-dire la concurrence d'un autre groupe qui serait venu récupérer les activités de Suez, que la mise en concurrence aurait été un facteur plus favorable à l'innovation parce qu'elle aurait créé de la compétitivité entre des groupes de taille égale. Et certains pourraient tout à fait craindre que justement se constituent des espèces de rentes d'un grand groupe finalement assez peu mis en concurrence et qui donc ferait un effort d'innovation qui serait moindre. Qu'est-ce que vous répondriez à ce genre de… Tout d'abord, le fait de rapprocher Suez de Veolia ne va pas permettre de créer ce qu'on appelle un monopole. Nous avons déjà de nombreux concurrents dans le monde. Le principal marché des services à l'environnement ou de la transformation écologique, c'est le marché chinois. Et il va se passer sur ce marché-là ce qui s'est passé sur des marchés plus typiquement industriels au cours des 30 dernières années. Aujourd'hui, les Chinois ont bien compris que la transformation écologique, la régulation écologique était le facteur aujourd'hui déterminant et limitant pour la poursuite de leur développement industriel, de leur développement urbain. Et les législations en Chine en matière d'environnement n'ont rien à envier à celles de l'Europe. Et bien évidemment, du coup, ça crée des besoins et ça crée une industrie de l'environnement en Chine. C'est aussi pour ça que nous y sommes implantés. Cela dit, le marché chinois est de telle taille, avec une telle organisation politico-économique, avec de tels moyens financiers, que les tout petits concurrents d'il y a 10 ans que nous avions connus dans ce pays sont déjà devenus des entreprises de très grande taille. Aujourd'hui, qui sait que le numéro 2 des déchets en Allemagne est chinois, ou le numéro 2 des déchets en Espagne est chinois? La taille de ce marché permet de constituer d'énormes entreprises basées en Chine et qui commencent à s'exporter. Il y a 25 ans, le numéro 1 du secteur ferroviaire chinois, il était 5 fois moins gros qu'Alstom. Aujourd'hui, il est 5 fois plus gros. Et comme Alstom ne s'est pas rapproché d'autres concurrents ou confrères, par exemple européens, suffisamment vite,
il s'est trouvé un peu dos au mur. Et c'est pour ça qu'on a suivi le sketch de rapprochement d'abord avec Siemens, puis maintenant avec Bombardier. Mais tout ceci en défense, parce que les autres concurrents, et notamment les concurrents chinois, ont conquis entre-temps les marchés asiatiques, les marchés africains, les marchés sud-américains, et en train de conquérir les marchés européens. Et donc, quand il y a une opportunité de prendre un temps d'avance plutôt que d'attendre dans les cordes face à la concurrence étrangère, qui nécessairement va venir parce que le plus grand marché, il est asiatique aujourd'hui, eh bien, ça serait bien dommage de ne pas le faire. Nous aurons des concurrents, et nul doute que ceux que j'évoque, alors j'évoque les Chinois, mais je pourrais parler des Américains, vont également innover. Et la taille, leur base, la taille de leur marché, les moyens humains et financiers de par cette taille dont ils vont bénéficier leur permettra largement de nous concurrencer. Si nous ne prenons pas les devants, nous serons en défense. Il se trouve que là, l'opportunité, c'était notre confrère français. C'eût été vraiment dommage de laisser cette base-là, cette capacité d'innovation, l'ensemble de l'expérience à notre principal concurrent de demain, qui sera certainement chinois. Et je dis, non seulement la concurrence va venir, il n'y aura pas de monopole, mais je pense que nous aurons pu additionner nos forces européennes pour pouvoir y faire face plus longtemps et de manière plus dynamique et plus sérieuse. Et Antoine Frérot, merci beaucoup pour cet entretien. Et je repasse la parole peut-être à Béatrice pour conclure. Merci bien. Merci beaucoup, Antoine Frérot et Christophe Lavial, de cet échange dans lequel j'ai vu de très nombreuses notions évoquées qui vont permettre à nos collègues d'illustrer leur cours tout au long de l'année. Et donc, c'est une belle illustration de ce rapprochement et de l'utilité de ce dialogue. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.